Paris, septembre 1793. Une femme frappe à ta porte à minuit, elle murmure un nom. Le lendemain, ton voisin est arrêté. Tu ne la reverras plus jamais. Elle n'en a pas besoin. Elle ne connaissait pas cet homme. Elle ne le détestait pas. Mais elle vient de gagner de l'argent. Ce n'est pas un acte isolé, c'est une transaction. Et Paris en est plein depuis 18 mois. On t'a appris que la révolution, c'est la liberté et l'égalité. Personne ne t'a dit le prix des têtes. Derrière chaque arrestation, chaque maison vidée, il y a toujours quelqu'un qui encaisse de l'argent. Des délateurs rémunérés, des marchands de meubles, des notaires prospères, des entrepreneurs de la mort. Aujourd'hui, tu vas découvrir l'économie réelle de la terreur, celle que les manuels ont effacée. Pour comprendre, il faut saisir Paris en 1793. 600 000 habitants, une ville qui suffoque lentement. Le pain manque, l'assignat perd la moitié de sa valeur en 12 mois. Les gens ont faim tous les jours. Un ouvrier gagne 40 sous par jour en 1793. Une dénonciation validée peut rapporter 100 livres d'un coup. Le calcul est simple. Dans une ville affamée où les enfants pleurent, les calculs simples font des ravages. En juin 1793, le comité de salut public prend le contrôle. Robespierre, Saint-Just, Couthon. 3 hommes. La loi des suspects est votée en septembre. N'importe qui peut être arrêté sur soupçon, sans preuve. Et n'importe qui peut dénoncer n'importe qui. C'est là que la mécanique économique commence vraiment. Ce que le comité n'avait pas prévu, cette loi allait créer un marché de la suspicion. La première industrie de la terreur, c'est la délation. Elle cesse vite d'être spontanée pour devenir un métier. Paris est divisé en 48 sections. Dans chacune, des agents surveillent les allées et venues. Ces mouchards touchent entre 5 et 15 livres par dénonciation validée. Un revenu régulier et sûr. Certains deviennent de vrais entrepreneurs du soupçon. Ils tiennent des listes, ils notent les absences, ils observent les visages trop pâles, les lèvres qui bougent en silence devant une église fermée. Un homme surnommé citoyen Marino dans le Marais aurait dénoncé plus de 80 personnes en un an, toutes arrêtées, 63 guillotinées. Marino vivait dans son appartement, payait son loyer, mangeait. Ce qui frappe les historiens, la proportion de voisins parmi les victimes. Voisins, associés, concurrents. La Révolution n'avait pas supprimé la jalousie ni les rancunes. Elle leur avait donné une récompense financière. Les comités ne vérifiaient presque jamais les accusations. Dénoncer était gratuit, se défendre impossible. Certains délateurs dénonçaient par peur d'être eux-mêmes dénoncés. Attaquer d'abord pour ne pas être attaqués. Une logique de prédateur que la peur avait implantée dans les rues comme une maladie transmissible par le regard. Voilà ce qu'on ne t'enseigne jamais. Quand quelqu'un est guillotiné, ses biens entrent dans un circuit précis. Dès l'arrestation, des commissaires apposent les scellés. Ils inventorient tout avec une minutie bureaucratique. Meubles, vêtements, vaisselle, livres, outils, bijoux, tout est listé, évalué, préparé pour la vente publique. Ces biens sont vendus aux enchères. Et là, quelque chose d'étrange. Certains acheteurs reviennent chaque semaine. Des négociants près du palais de justice assistaient à presque toutes les ventes révolutionnaires de 1793 à 1794. Ils rachetaient à prix dérisoire parce que les familles des condamnés n'avaient plus de voix pour contester. Un marchand de meubles du faubourg Saint-Antoine a constitué en 18 mois un stock 3 fois supérieur, grâce aux ventes révolutionnaires, légalement, en payant rubis sur l'ongle, en signant tous les papiers. Les notaires touchaient des honoraires sur chaque confiscation, chaque vente, chaque transfert de propriété. Plus il y avait d'arrestations dans leur secteur, plus ils travaillaient. La logique était parfaitement implacable. Certains notaires ont vu leurs revenus tripler entre 1792 et 1794. Ils n'avaient rien demandé, la machine apportait. Et les familles ? Elles perdaient tout en même temps. La maison, les économies, le commerce, du jour au lendemain. Voici ce que les historiens évitent d'expliquer clairement. Exécuter des gens coûte de l'argent. Beaucoup. Charles-Henri Sanson, bourreau de Paris depuis 1778, dirige ce qu'on appellerait une PME de l'exécution. Il emploie des assistants permanents. Il entretient la guillotine, les cordes, les paniers, les charrettes. L'État lui verse une somme fixe par exécution.
En 1793, au pic de la terreur, c'est parfois 20 par jour. Calcul, 20 exécutions quotidiennes, 6 jours par semaine, pendant des mois. Les revenus Samson explosent. Mais ce qui te surprend davantage, c'est ce qui gravite autour de l'échafaud. La guillotine, c'est un spectacle. Des marchands ambulants s'installent place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde, les jours d'exécution. Ils vendent de la limonade, du pain, des pamphlets imprimés. Des petits entrepreneurs du calendrier des condamnations. Des fenêtres donnant sur la place sont louées à prix d'or aux curieux fortunés qui veulent une meilleure vue. Le prix d'une fenêtre les jours de grande exécution peut atteindre plusieurs livres pour quelques heures seulement. Des imprimeurs publient en urgence des portraits de condamnés célèbres, mis en vente dès l'annonce de l'arrestation. Certains tirages atteignent des milliers d'exemplaires avant même l'exécution. Le marché s'emballe immédiatement. Un imprimeur du quartier Saint-Honoré a publié 37 portraits différents entre septembre 1793 et Thermidor, chacun vendu quelques sous, imprimé en centaines d'exemplaires. La mort des autres finançait sa boutique entière. La partie la plus sombre, tu ne la trouveras dans aucun manuel. Elle concerne ce qui arrive après, avec les corps. Les condamnés arrivaient à la guillotine dans leurs propres habits. Ces vêtements appartenaient ensuite au bourreau. Samson et ses assistants revendaient ces habits sur les marchés parisiens. Une veste de bourgeois valait plusieurs livres. Des marchands achetaient ces lots en gros, nettoyaient les taches, réparaient les déchirures, revendaient comme neuf. Une économie circulaire. Le vêtement d'un mort portait quelqu'un d'autre le lendemain. Paris était trop pauvre pour le dégoût. Mais il y a pire que les vêtements. Des médecins payaient pour accéder au corps frais des condamnés, pour disséquer. La science médicale du XVIIIe siècle avait un besoin constant de cadavres frais. S'en procurer était difficile et cher. La guillotine avait résolu ce problème de façon industrielle. Des corps frais, réguliers, disponibles en quantité. L'école de chirurgie recevait des corps de condamnés de façon semi-officielle. Certains chirurgiens payaient des contacts. Ils voulaient être prévenus en premier pour choisir les meilleurs sujets selon leurs besoins anatomiques du moment. Un rapport de police de l'an 2 mentionne des conflits entre médecins se disputant les corps de condamnés célèbres. Et il y avait les cheveux, coupés avant l'exécution pour dégager la nuque, récupérés, vendus aux perruquiers parisiens. Une chevelure épaisse d'un aristocrate condamné se revendait jusqu'à 30 livres chez un bon perruquier du Palais Royal. Voici le fait qui résume tout. Le 8 Thermidor an 2, le 26 juillet 1794, Paris vit une journée ordinaire. Ce jour-là, 55 personnes sont guillotinées. Pas en une semaine, en une seule journée. Place de la Révolution. Samson touche sa rémunération d'État. Les marchands ambulants vendent leurs limonades et pamphlets comme d'habitude. Les notaires rédigent les actes de confiscation des 55. Les commissaires apposent les scellés sur 55 portes. Les marchands de meubles attendent les prochaines enchères. Les chirurgiens envoient leurs contacts pour négocier l'accès. Les revendeurs de vêtements s'approchent discrètement à la fin de la journée, connaissant les habitudes de Samson. 55 familles sont détruites ce jour-là. Et une économie parallèle engrange ses profits comme un mardi normal. Le lendemain, Robespierre est arrêté alors qu'il prononçait un discours à la Convention. Le surlendemain, l'échafaud. Et tous ces mêmes commerçants, tous ces mêmes notaires, tous ces mêmes chirurgiens recommencent, avec les biens de Robespierre. L'économie de la terreur ne choisissait pas de camp politique. Elle servait la mort, quelle qu'en soit la couleur. Mais il y avait l'autre côté, ceux qui résistaient, ceux qui survivaient malgré elle. Leurs stratégies sont fascinantes. Première stratégie documentée, se rendre indispensable au régime. Les artisans de l'armée étaient relativement protégés. On ne guillotine pas son propre armurier quand les armées républicaines se battent sur 8 fronts simultanément. Deuxième stratégie, dénoncer avant d'être dénoncé. Des archives montrent des Parisiens qui accusent par prévention. Si tu dénonces quelqu'un, tu deviens temporairement utile au système. Et l'utile est moins souvent la prochaine cible. Troisième stratégie, corrompre le système. Des familles versaient des sommes importantes pour effacer des dossiers. Un cas documenté. La famille Duval, drapier du Faubourg Saint-Germain,
paye en 1794 l'équivalent de 2 ans de revenus. Il paie un agent du comité pour que le nom du père disparaisse d'une liste de suspects avant l'arrestation. Cette corruption alimentait à son tour l'économie de la peur. Pour corrompre, il fallait de l'argent. Et pour en avoir, un cercle parfaitement infernal. La terreur créait les conditions économiques qui forçaient les gens à la perpétuer. Et au milieu, des milliers de Parisiens ordinaires essayaient de passer chaque journée, de garder leur nom hors des listes. Un aspect longtemps négligé, le rôle spécifique des femmes dans cette économie. Pas seulement comme victimes. Les femmes représentent environ 30% des délateurs enregistrés dans les sections parisiennes de 1793 à 1794. Une proportion remarquable pour une époque où les femmes n'ont officiellement aucun droit politique reconnu. Leur motivation documentée, vengeance, rivalité de quartier, mais aussi, et c'est là que ça frappe, l'argent. Une veuve dont le mari vient d'être arrêté peut voir ses biens menacés. Dénoncer un voisin peut lui rapporter quelque chose. Des femmes tenaient le commerce des informations. Lavoir, marché, que pour le pain, elles centralisaient les rumeurs. Elles revendaient ces informations aux mouchards professionnels qui avaient les contacts avec les comités de section. Théroigne de Méricourt, figure révolutionnaire sincère dès 1789, finit par dénoncer d'anciennes alliées proches. Son cas illustre comment la terreur transformait même les révolutionnaires convaincus en rouages de la machine. Et puis il y avait les femmes qui attendaient. Épouses, mères, sœurs des condamnés, devant les prisons chaque matin, pour glisser de la nourriture, pour passer des messages, pour payer des geôliers qui monnayaient chaque miette d'humanité. Elles aussi alimentaient l'économie carcérale. Les gardiens vivaient parfois presque exclusivement de cette corruption domestique. Parlons des prisons. La terreur ne tuait pas immédiatement tout le monde. Elle emprisonnait d'abord, parfois des mois. En 1794, Paris compte environ 42 lieux de détention actifs. Les Carmes, la Conciergerie, l'Abbaye, Port-Royal. La Conciergerie, prévue pour quelques dizaines de détenus, en contient parfois plusieurs centaines en 1794. Mais l'argent circulait. Les détenus fortunés payaient pour une cellule individuelle, pour une nourriture meilleure. Un prisonnier avec des ressources pouvait vivre bien, vin, nourriture correcte, livres, pendant que son voisin mourait. Les geôliers facturaient tout, l'entrée en prison elle-même, la paille pour dormir, l'accès aux latrines, les lettres. Un document des Archives nationales, daté de Frimaire en 2, liste les tarifs officieux de la prison des Carmes. 4 livres pour une cellule seule, 2 livres pour recevoir des visiteurs, 1 livre pour une couverture la nuit. Et les avocats continuaient de travailler. Même si les tribunaux révolutionnaires n'offraient plus de vraie défense, ils touchaient des honoraires considérables pour des procédures qui souvent ne changeaient rien à l'issue finale. Mais les familles payaient quand même, parce que l'espoir coûte cher aussi. Peut-être la seule chose qui ne perd pas sa valeur. Brusquement, tout s'arrête. Le 9 Thermidor en 2, le 27 juillet 1794, Robespierre est renversé à la Convention. Arrêté à l'hôtel de ville en pleine nuit. Guillotiné le lendemain avec 21 de ses proches collaborateurs. Pour les Parisiens ordinaires, c'est un soulagement physique. Les corps se détendent dans les rues pour la première fois. Pour les entrepreneurs de la terreur, c'est une catastrophe économique brutale dont personne n'avait anticipé la vitesse. Du jour au lendemain, le marché des dénonciations s'effondre. Les comités cessent de rémunérer les délateurs sans préavis. Les listes de suspects sont gelées. Les arrestations massives s'arrêtent. Le moteur économique cale brusquement. Des mouchards professionnels qui vivaient confortablement se retrouvent sans revenus du jour au lendemain. Certains sont eux-mêmes arrêtés après Thermidor, victimes de contre-dénonciations de leurs anciennes victimes survivantes. Les ventes de biens confisqués continuent quelques mois, mais le flux se tarit. Les revenus exceptionnels disparaissent. Samson et ses fils continuent, mais à un rythme infiniment moindre, de 20 par jour à quelques-unes par mois. Les fenêtres sur la place de la Révolution ne se louent plus. Le spectacle est terminé. La foule ne vient plus pour ça. Ce qui frappe dans les archives de Thermidor, c'est la vitesse. En quelques semaines, toute cette économie se désintègre. Comme si Paris voulait oublier collectivement qu'il avait fonctionné ainsi pendant 18 mois. Un silence organisé. Mais les traces restent, dans les registres des notaires,
dans les inventaires des commissaires, dans les cahiers de délation, dans les livres de comptes des geôliers, dans les procès-verbaux des ventes aux enchères révolutionnaires. Tout est là. L'historien britannique Richard Cobb a passé des décennies dans les archives parisiennes à documenter cette économie. Dans les années 1960, il publie ses recherches. Ce qui l'a frappé, le caractère banal absolu de tous ces documents. Les archives ne montrent pas des monstres, elles montrent des comptables, des marchands, des fonctionnaires qui remplissent, des gens qui vont au travail le matin, font leur comptabilité le soir, se couchent sans cauchemar, légalement, documentés, tamponnés, signés, avec les bons sceaux aux bons endroits, tout à fait dans les clous. C'est ça la leçon la plus dérangeante. Ce ne sont pas des monstres qui ont forcé les bons à mal agir par contrainte, ce sont des gens ordinaires qui ont trouvé des façons ordinaires de vivre avec des monstres, et parfois de bien vivre. Après Thermidor, la plupart de ces entrepreneurs discrets ont simplement repris leur vie sans être inquiétés. Le marchand de meubles a gardé son stock, le notaire ses économies, le geôlier a trouvé d'autres emplois ailleurs. Presque personne n'a été poursuivi. La loi ne punissait pas les acheteurs de bonne foi, ou ceux qui prétendaient l'être. Et voilà ce que tu ne savais pas. Certaines fortunes bourgeoises parisiennes du 19e siècle ont des racines ici. Des biens rachetés à prix dérisoire pendant la Terreur, revendus avec bénéfice, transmis aux enfants, aux petits-enfants. Des immeubles du Marais, des propriétés du faubourg Saint-Germain ont changé de main à des prix qui défient la logique. Leurs nouveaux propriétaires les transmettent à leurs héritiers. Une généalogie patrimoniale construite sur des confiscations. La Révolution voulait redistribuer les richesses vers le peuple, elle l'a fait, mais rarement vers les plus pauvres, vers les plus opportunistes, vers ceux qui lisaient les situations avant les autres, la bourgeoisie de l'opportunisme. Un paradoxe douloureux, la Révolution contre l'aristocratie de naissance a créé une aristocratie du cynisme et de la vitesse. Et l'assignat qui s'effondrait. Ceux qui avaient des biens réels, des maisons rachetées, s'en sortaient bien. Les pauvres qui n'avaient que du papier-monnaie regardaient leurs économies fondre comme neige au soleil de l'inflation. Pourquoi ça te parle encore aujourd'hui ? Parce que cette économie de la terreur n'est pas une anomalie française. C'est un modèle qui se répète. Chaque fois qu'un régime crée des lois d'exception, des marchés parallèles se forment. Des gens trouvent comment vivre avec l'injustice systémique. Parfois très confortablement, sans jamais se croire complices. Ce n'est pas une condamnation facile depuis 2024. Dans une ville affamée, avec des enfants à nourrir, c'est compliqué. Résister coûte la vie. Collaborer nourrit ta famille ce soir. Le choix n'est pas aussi simple qu'il y paraît depuis ici. La terreur a duré 16 mois, de septembre 1793 à juillet 1794. Environ 16 700 personnes officiellement guillotinées. Mais derrière chaque guillotiné, 4 à 5 personnes touchaient de l'argent directement lié à cette mort. Des dizaines de milliers de transactions économiques. Une économie entière, invisible dans les manuels. Présente dans les archives, troublante dans ce qu'elle dit de nous. En tant qu'espèce capable de normaliser n'importe quoi si les circonstances l'exigent, une question que peu de gens posent. Après Thermidor, qui a réellement été jugé pour ces crimes économiques ? Les grands acteurs politiques, oui. Robespierre, guillotiné. Fouquier-Tinville, l'accusateur public, guillotiné en 1795. Mais les délateurs professionnels ? Les marchands qui rachetaient les meubles ? Les notaires qui signaient les actes ? Presque aucun. La loi du 9 Thermidor ciblait les dirigeants politiques. Rien pour ceux qui avaient profité du système. Une commission de révision fut créée pour examiner les emprisonnements injustes. Elle travailla lentement, très lentement. Certaines victimes récupérèrent une partie de leurs biens, d'autres, rien. Les acheteurs conservèrent leurs acquisitions. Il n'y eut pas de Nuremberg révolutionnaire, pas de procès systématique. L'histoire tourna la page. Elle resta tournée. La France de l'après-terreur avait besoin de fonctionner. On ne pouvait pas arrêter tous les notaires de Paris, trop nombreux. Alors, on choisit l'oubli. Un oubli pratique, qui permettait à la société de continuer avec les mêmes personnes au même poste. En 1795, une femme nommée citoyenne Marie Arnaud
écrit une pétition au nouveau gouvernement thermidorien. Son mari, Pierre Arnaud, tailleur, a été guillotiné le 14 Messidor an II, le 2 juillet 1794, sur dénonciation d'un voisin. Ses meubles ont été vendus 3 semaines après son arrestation. Sa boutique, occupée. Son appartement, réattribué. Marie Arnaud demande justice. Elle fournit des preuves, des témoins, des documents notariés en bonne et due forme. Sa pétition est enregistrée par un secrétaire pressé. Elle reçoit un numéro. Elle est classée dans une pile. Elle attend. Marie Arnaud n'obtiendra rien. La République thermidorienne a d'autres priorités. Les guerres, les finances, la stabilité. Et les gens qui ont profité des biens de son mari ne seront jamais inquiétés. Ils continueront à s'asseoir sur ces chaises. Son dossier est conservé aux Archives nationales de Paris. Série F7, carton 4774. Tu pourrais aller le lire demain. Ce dossier parmi des milliers de dossiers similaires. Des gens ordinaires broyés par une machine qu'ils n'avaient pas choisie. Et d'autres gens ordinaires qui avaient choisi de faire tourner les rouages. Pour survivre, pour prospérer, pour leurs enfants. Les rues de Paris d'aujourd'hui passent sur exactement les mêmes pavés qu'en 1793. Pas à quelques mètres, exactement là. Le marais que tu photographies en touriste n'a pas bougé. Les immeubles sont les mêmes, les pierres sont les mêmes pierres. La place de la Concorde où tu te prends en photo avec les fontaines, c'était la place de la Révolution, exactement là. L'histoire n'est jamais aussi loin qu'on le pense depuis notre confort présent. Elle est sous les pieds, dans les murs, dans les archives que personne ne consulte plus, dans les registres notariaux que personne n'ira jamais ouvrir par curiosité. Et la question que cette histoire te pose, honnêtement sans réponse facile, c'est une question sur toi-même. Dans une économie de survie où la mort est partout et où participer te nourrit tandis que résister te tue, qu'aurais-tu fait ? Pas la réponse héroïque que tu donnerais lors d'un dîner en 2024. La vraie réponse. Seul, à 3 heures du matin, en 1793. Parce que c'est ça que l'histoire de la terreur te demande. Pas de juger les morts. De te connaître suffisamment toi-même. Les délateurs, les notaires, les marchands, les geôliers, les perruquiers, tous sur le même pari, tous essayant de survivre. Peu de choses ont vraiment changé dans les mécanismes fondamentaux de la nature humaine sous pression économique extrême. Un dernier fait pour terminer. Après Thermidor, une nouvelle mode envahit les salons parisiens, les bals des victimes, des fêtes privées où seuls pouvaient entrer les proches de guillotinés. On portait un ruban rouge autour du cou, on dansait, on buvait, on riait. Pour ne pas pleurer peut-être, ou parce que Paris avait toujours su transformer la mort en spectacle. Ces bals ont peut-être été inventés ou exagérés par les journalistes de l'époque, mais peu importe, Paris les a crus possibles. Ce détail dit quelque chose d'essentiel sur une ville qui avait appris à vivre avec l'horreur, et à en faire quelque chose. Pas quelque chose de beau, pas quelque chose de digne, mais quelque chose, un geste humain, maladroit et incompréhensible. Paris en 1795, Paris en 2024. La ville tourne, la Seine coule, les mêmes pavés sous les pieds de gens différents. L'économie change, les régimes changent, les visages sur les billets changent. Certains mécanismes, eux, restent identiques. Et les archives sont là, dans le marais, dans leurs boîtes de carton rangées sur des étagères de métal gris. Elles attendent. Elles ont tout le temps. Elles ont déjà attendu 230 ans. Elles peuvent encore attendre. Le carton F7-4774 attend lui aussi. La pétition de Marie Arnaud. Non traitée, non résolue, non oubliée. Juste rangée. Quelque part dans une boîte, l'écriture soignée d'une femme qui voulait juste récupérer les meubles de son mari mort. Et quelque part dans Paris aujourd'hui, les descendants des gens qui ont profité de tout ça vivent leur vie normale. Sans le savoir peut-être. L'histoire a ce privilège, elle efface ses propres traces si personne ne creuse assez profond. Sauf que des gens creusent, des historiens, des archivistes, des curieux, et ils trouvent, et ils te racontent, comme aujourd'hui. Parce que l'histoire de la terreur n'est pas l'histoire de la violence, c'est l'histoire de l'argent. Et l'argent, ça ne ment pas. Si cette vidéo t'a révélé quelque chose que les manuels t'avaient caché, laisse un like, ça aide vraiment la chaîne à continuer.
Et dis-moi dans les commentaires, parmi le délateur, le notaire, le marchand, le bourreau et le chirurgien, lequel te semble le plus coupable ?